Et bonjour mes chers fées, nous voici en direct pour le live exceptionnel de ce mois de juin concernant notre très chère amie, la progestérone. Alors la progestérone, c'est une hormone, moi, qui me tient très très à cœur parce que on la malmène beaucoup, notre progestérone, dans nos vies actuelles, notamment en raison du stress. On va en reparler. Alors, c'est une hormone qui est particulièrement importante, mais pas que pour la fertilité, on va également en parler. Donc, il faut le savoir, c'est l'une des hormones sexuelles primaires avec les œstrogènes, et je vous en ai déjà parlé dans des précédents lives, mais il faut bien prendre en considération que évoquer la progestérone seule, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'elle marche toujours en tandem, en synchronisation avec les œstrogènes. Donc, ce qu'il est important de restaurer, c'est vraiment l'équilibre œstroprogestatif. Donc, on en a déjà parlé dans des précédents lives, mais là, j'avais vraiment envie de me concentrer uniquement sur la progestérone, et c'est pour ça que le mois prochain, on parlera des œstrogènes, puisqu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. D'accord? Souvenez-vous, équilibre œstroprogestatif. Bonjour Yogi. Alors, donc, cette hormone, cette fameuse progestérone, alors déjà un petit peu d'étymologie. Progestérone, pro pour gestation, la gestation, d'accord? Donc elle est indispensable, bien entendu, pour l'implantation et pour la poursuite de la grossesse. Et bonjour Sophie. Donc voilà, mais elle est aussi indispensable pour votre cycle menstruel, pour l'équilibre de votre cycle menstruel et pour votre santé aussi en général. On va en reparler. Donc voilà, donc cet équilibre œstroprogestatif qui est fondamental, donc passe aussi par l'équilibrage des taux de progestérone. Donc je vais vous parler aussi comment vous aider à rééquilibrer les taux de progestérone. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que la progestérone est l'hormone sexuelle prédominante en deuxième partie de cycle. D'accord? Donc, vous le savez maintenant, ou peut-être pas si vous nous rejoignez, que la progestérone montre un pic en phase lutéale. Donc, la première partie de cycle s'appelle la phase folliculaire, donc du premier jour de votre cycle, qui est le jour de vos règles, premier jour de perte de sang rouge, je vous le rappelle. Donc, J1, premier jour des règles, sang rouge. Jusqu'à l'ovulation, c'est la phase folliculaire. De l'ovulation jusqu'aux règles, c'est la phase lutéale. Et donc, la progestérone va montrer une augmentation en phase lutéale, et ensuite un plateau, et ensuite elle chute à l'arrivée des règles. D'accord? C'est ce qui provoque l'arrivée des règles. Donc, elle est faible en phase folliculaire, d'accord? Donc, c'est pour ça que quand on vous donne un dosage, mais on va en reparler, de progestérone en première partie de cycle, oui, on doit s'assurer effectivement que la progestérone n'est pas trop élevée en première partie de cycle. Mais autant vous dire que ça reste très rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est un taux de progestérone qui est trop bas en deuxième partie de cycle. Donc, c'est pour ça qu'on verra exactement quand faire doser la progestérone. Donc, elle montre vraiment un pic, en fait, en deuxième partie de cycle, 7 jours après l'ovulation. Donc, au milieu de votre phase lutéale, c'est là où vous allez avoir votre pic de progestérone. Et si vous avez un test de grossesse positif, vous pouvez avoir un pic de progestérone qui est un petit peu plus haut. Et après, la progestérone va également augmenter avec la grossesse. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en fait? Comment est-ce que la progestérone augmente après l'ovulation? Donc, vous allez voir que tout est imbriqué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où vous compreniez mieux comment fonctionne également votre corps et votre corps féminin et vos hormones féminines et sexuelles, vous allez aussi inconsciemment pouvoir agir dessus. D'accord? Puisque vous allez avoir une compréhension globale de comment fonctionne votre corps. Donc ça, c'est important pour continuer le chemin vers soi-même. Comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, il y a l'ovulation. Donc, vous avez de beaux follicules. D'accord? De très très beaux follicules. Et là, vous les voyez bien lumineux.
À l'intérieur de ces follicules, vous avez vos ovocytes. À l'ovulation, un follicule va libérer un ovocyte, d'accord, pour que celui-ci puisse être fécondé. Mais dans le follicule, ce qui va rester, donc une fois que l'ovocyte a été libéré, ce qu'il reste, c'est le corps jaune. Et c'est le corps jaune qui va sécréter la progestérone. Et ceci jusqu'à la fin du premier trimestre où le placenta va prendre la relève. D'où vraiment aussi le côté indispensable de s'assurer de bons taux de progestérone, et notamment en première partie de grossesse, et on va en reparler de toute façon, pour être sûr que la grossesse tienne bien. Alors, donc voilà pour la synthèse de progestérone. Il faut savoir également que les surrénales, donc ces petites glandes qui chapeautent vos reins, donc les reins sont au milieu du dos et pas en bas du dos, donc les reins sont au milieu du dos et au-dessus des reins, vous avez deux petites glandes qui s'appellent les surrénales qui vont également contribuer à sécréter la progestérone. Et en fait, il peut y avoir aussi des compétitions au niveau notamment des surrénales pour la production des hormones entre la progestérone et le cortisol qui sont deux hormones stéroïdiennes. Donc ces hormones stéroïdiennes ont besoin de cholestérol pour pouvoir être synthétisées. D'accord? Donc de bon cholestérol, d'où l'importance de manger des bons gras. On va également y revenir pour soutenir justement les taux de progestérone. Donc si il y a trop de stress, trop de cortisol sécrété, donc, eh bien, il y aura moins de progestérone sécrétée, tout simplement parce qu'il y a compétition pour le cholestérol et que la priorité pour votre organisme, ce n'est pas la reproduction dans ces cas-là, mais bien la survie. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous planter le décor un petit peu de comment la progestérone est synthétisée. Alors, elle a également un impact au niveau de la température corporelle. Donc, les œstrogènes sont plutôt rafraîchissants et la progestérone est plutôt réchauffante. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut avoir plus chaud en deuxième partie de cycle. On peut avoir également des bouffées, voilà, si c'est déséquilibré avec les œstrogènes, des bouffées de chaleur. Et également, les femmes enceintes ont généralement plus chaud. Mais ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu de la chance. Je suis vraiment tombée pour le coup sur un médecin qui peut-être avait besoin de réviser ses cours sur la reproduction. C'était pour ma première grossesse, donc en début de grossesse. Bon, c'était pendant l'hiver certes, mais en fait j'étais allée le voir et bon, j'étais très fatiguée et normal, début de grossesse, mais je voulais m'assurer que j'avais des bons taux de vitamine D. Il n'a jamais voulu me prescrire une ordonnance parce qu'il m'a dit que je n'étais pas une petite vieille et qui avait de l'ostéoporose pour m'inquiéter de mon taux de vitamine D. Ouais, je vous dis juste ça en passant, sans jugement, sans rien. Je vous laisse juger vous-même si vous le souhaitez. Et quand je lui ai parlé du fait que j'étais frileuse, il m'a dit c'est pas normal, normalement les femmes enceintes ont toujours chaud. Point. Et j'avais quelques pertes brunes aussi. Donc là je me suis dit, j'ai eu de la chance puisque je me rends compte maintenant avec l'expérience, avec le recul, etc. qu'en fait je devais avoir un taux de progestérone limite. Et en fait pour mes 2 grossesses, j'ai eu des spottings et j'ai eu des difficultés de sommeil. J'avais du mal à dormir. Et ça, typiquement, j'avais pas une température, j'avais froid. J'avais une tendance à avoir froid. Donc, j'avais pas une température qui augmentait. Donc, j'ai eu la chance puisque personne ne m'a parlé de progestérone, personne ne m'a fait doser ma progestérone et a fortiori, personne ne m'en a prescrit non plus. Donc voilà, donc je me dis j'ai eu de la chance parce que peut-être que j'ai évité de justesse les fausses couches et on va également en reparler. Mais tout ça pour vous dire que la progestérone, donc l'hormone qui est réchauffante, donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi plus chaud en deuxième partie de cycle, donc regardez si vous y êtes sensible. Alors, quel est le rôle de la progestérone? Donc ça c'est important aussi de connaître le rôle de la progestérone. Donc, en ce qui concerne la fertilité, c'est de préparer l'endomètre. Donc, les œstrogènes font pousser la muqueuse
et la progestérone maintient l'épaisseur de la muqueuse. D'accord? Mais la progestérone ne fait pas pousser l'endomètre en deuxième partie de cycle. Il me semble qu'il y a une question à ce propos-là. J'y reviendrai après. Donc, mais elle a plein d'autres rôles. Elle n'a pas qu'un rôle sur la fertilité, d'accord? Donc, elle aide à préparer l'endomètre à l'implantation et elle permet de maintenir la grossesse. Donc ça, pour la fertilité et la conception, c'est vraiment ces deux rôles prépondérants. Mais ensuite, elle permet de calmer et de réguler le système nerveux. Alors, je lis mes notes. Hop. Elle permet également de maintenir une bonne santé mammaire, donc au niveau de vos seins aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de cancers du sein qui pourraient être évités si on prenait soin des taux de progestérone des femmes. Donc vous voyez que tout ce dont on parle ici pour la fertilité, le cercle fertile, c'est aussi pour votre santé. D'accord? Donc faites attention à vos taux de progestérone. Bonjour Linda. Donc pour la santé mammaire, mais également pour la santé cardiaque, il faut le savoir. D'accord? Donc on va voir dans les symptômes tout à l'heure que je vais vous évoquer juste après. La progestérone permet également de réguler la fonction thyroïdienne. Donc, quand on a des soucis, donc tout marche de manière imbriquée, vous le savez maintenant. Quand on a des soucis de thyroïde, effectivement, on peut être en manque de progestérone. D'accord? Mais on peut être en manque de progestérone aussi parce qu'on est sous tension, dans le stress et ou par dominance œstrogénique aussi. Donc tout ça va impacter les taux de progestérone et donc l'équilibre thyroïdien. Donc tout fonctionne de concert. Tout est imbriqué, vraiment. Mais la progestérone, elle permet également d'agir sur la fonction cérébrale. D'accord? Donc, elle permet de réguler l'humeur, de diminuer l'anxiété, d'améliorer le sommeil, de favoriser un bon sommeil, une bonne concentration, également la mémoire. Rien que ça, pour cette hormone. Magique, hein? Je l'adore cette progestérone, moi elle me plaît. Rien que son petit nom, je sais pas, me plaît. Elle est apaisante aussi, elle est très très apaisante. C'est pour ça qu'elle nous fait beaucoup beaucoup de bien et que quand on en manque, eh bien on se sent un peu à cran. Alors, justement, les fameux symptômes de manque de progestérone. Il y en a toute une liste. Mais souvenez-vous que ça fonctionne toujours de concert avec les œstrogènes. Ce que je vous ai pas dit dans l'équilibre œstroprogestatif, mais je vous en reparlerai le mois prochain. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je ne vous l'ai pas rappelé. C'est que, donc, œstrogène et progestérone doivent être à l'équilibre. Donc, s'il y a trop d'œstrogène, on peut se retrouver avec pas assez de progestérone de base, mais le taux de progestérone, s'il n'y avait pas trop d'œstrogène, serait bon. Mais du fait qu'il y ait trop d'œstrogène, eh bien, on n'a pas assez de progestérone. Donc là, il faut juste viser à réduire les œstrogènes. Live du mois prochain. Si on peut se retrouver avec pas suffisamment de progestérone. Donc les œstrogènes sont bons, mais on n'a pas suffisamment de progestérone. Donc là, on va soutenir le taux de progestérone. On va en parler dans ce live aussi. Mais on peut se retrouver avec la double composante. Pas assez d'œstrogène et pas assez mais encore moins en fait, de progestérone. Donc on se retrouve avec pas assez d'œstrogène, donc on n'est pas en dominance, c'est-à-dire on n'a pas trop d'œstrogène, mais on est en dominance relative d'œstrogène par rapport à la progestérone, parce qu'ils sont, même s'ils sont trop bas, ils sont toujours trop hauts par rapport à la progestérone qui, elle, est particulièrement basse. D'accord? Donc là, du coup, il faut travailler sur ces deux composantes. Donc c'est vraiment pour ça que je ne pouvais pas dissocier ces deux lives. J'ai dit, je fais un mois sur la progestérone parce que c'est l'hormone de la grossesse. Donc il faut qu'on en parle. Mais le mois suivant, je ferai les œstrogènes. Même si on en a déjà parlé au cours de précédents lives. Et je vais vous rappeler les lives que je vous recommande de retourner voir ou retourner voir vos notes parce que tout ça, c'est complémentaire. Bonjour Anne, ravie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça, ça marche vraiment de manière imbriquée. Donc voilà, soutenir... je vous rappellerai tout à l'heure les lives vraiment qui ont déjà été faits, que je vous invite à retourner voir, à prendre des notes ou à relire vos notes. Et bonjour Alexandra. Alors, donc les symptômes de manque de progestérone. Donc, mes chers filles, je vous dis, ce dont on a déjà parlé, c'est
Alors, la progestérone, petite présentation de la progestérone. Quand est-ce qu'elle est dominante dans le cycle? Je pense que vous devriez déjà le savoir. Pourquoi est-ce qu'elle augmente en deuxième partie de cycle? Le rôle sur la température, son action plutôt sur la température corporelle et tous les rôles de la progestérone dans votre équilibre de santé globale et pas que pour votre fertilité. Souvenez-vous, oui, on est là pour parler de fertilité, mais la fertilité est une composante de la santé et c'est l'intégralité de votre être holistique qu'on souhaite accompagner. D'accord? Donc c'est aussi pour ça qu'en fin de live, on fera une visualisation pour aller travailler sur ces différents paramètres-là. Ok? Donc là, on a abordé les symptômes donc, de manque de progestérone. Donc au niveau des cycles menstruels, des cycles absents. D'accord? Donc pas d'ovulation, pas de progestérone. Souvenez-vous, c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Donc si les follicules ne maturent pas et ne libèrent pas un ovocyte, le corps jaune ne pourra pas produire de progestérone. Donc, pas de règles. Des cycles irréguliers aussi. Trop courts. Donc les règles arrivent trop tôt. Donc là, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on a un pic de progestérone, il n'y a pas suffisamment de progestérone, hop, ça chute tout de suite. Donc les règles arrivent trop tôt. Ou les règles sont très longues. D'accord? Parce qu'on n'a pas une ovulation de bonne qualité, on a une ovulation qui est un peu sporadique. Donc du coup, hop, les règles sont très espacées. Elles sont longues. Ok? Le spotting aussi. Alors quand on a du spotting avant, après les règles, ça peut être tout à fait un signe de déficience en progestérone. Absolument. Donc ça, faites-y attention. Un jour, ça peut être, voilà, physiologique. Vraiment, voilà, maximum un jour et demi. Mais si vous commencez à avoir 2 jours, 3 jours, là, ça commence à être vraiment un signe potentiel de manque de progestérone. Mais ça peut être aussi le signe de fibrome, par exemple, ou d'autres paramètres, d'accord? Donc là, pour le coup, c'est quand même bien aussi d'avoir un bilan chez un gynéco avec une écho endo-pelvienne pour savoir un petit peu au niveau de l'appareil reproducteur si tout va bien. D'accord? Pour éliminer au moins d'autres potentielles causes de spotting. Donc, et des saignements irréguliers aussi. Donc on parle de spotting avant les règles, mais aussi des saignements irréguliers pendant le cycle peuvent être le signe d'un manque de progestérone ou de fibrome par exemple aussi. Donc c'est pour ça, vraiment, aller faire un petit check-up chez le gynéco si toutefois ce n'est pas déjà fait. Donc ensuite, alors, autre chose, c'est donc symptômes de manque de progestérone, c'est les troubles de la fertilité, donc l'hypofertilité. Donc vous savez que je ne parlerai jamais d'infertilité. Pour moi, c'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser à la légère. Il y a vraiment infertilité ou stérilité quand il n'y a plus du tout d'appareil reproducteur. D'accord? Sinon, c'est hypofertilité. Ou s'il y a vraiment des glandes qui sont également en hypofonctionnement. Mais vraiment, c'est plus au niveau de l'appareil reproducteur. Dès que ça touche l'appareil reproducteur, il n'y a plus les ovaires, il n'y a plus l'utérus, voilà, tout ça, forcément, ça va être stérilité. Donc, hypofertilité et fausse couche. Fausse couche précoce. Donc, soit la grossesse, il y a implantation, en fait, mais il n'y a tellement pas suffisamment de progestérone pour soutenir la grossesse que l'œuf s'évacue tout de suite avec les règles. Ça, voilà, c'est des fausses couches ultra précoces. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord? Soit ça va être, oui, un manque de progestérone. Donc, du coup, il va y avoir un début de grossesse, mais il va y avoir une fausse couche précoce. 5, 6, 7, jusqu'à 8 SA. D'accord? Semaine d'aménorrhée. En général. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de fausses couches récurrentes dans le premier trimestre. Souvenez-vous ce qu'on a dit. Au premier trimestre, c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone avant que le placenta ne prenne la relève. Et donc, il y a un certain nombre de fausses couches qui pourraient être évitées si on faisait doser la progestérone dès l'instant où l'on sait que l'on est enceinte. Et ça, je peux vous assurer que c'est très, très rare encore à l'heure actuelle. Et je n'arrive pas à le comprendre. C'est quelque chose qui me dépasse. Moi, j'ai des patientes, elles ont eu je ne vous dis pas combien de fausses couches pour certaines,
Mais tout ça parce qu'elle manquait de progestérone. Et qu'à partir du moment où on a travaillé dessus et on a mis de la conscience là-dessus et on s'est réussi à obtenir des dosages et une supplémentation en progestérone, la grossesse a tenu. Donc vraiment, vraiment, faites-y très très attention et d'autant plus si vous êtes déjà passé par là et vraiment là pour le coup, toutes mes pensées vraiment du fond du cœur vous accompagnent. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Mais maintenant, c'est à vous de vous responsabiliser. Et si personne ne veut vous la prescrire, cette ordonnance-là, allez au labo, allez la faire et monitorez votre taux de progestérone régulièrement. Pas toutes les semaines, mais juste pour être sûr qu'elle augmente suffisamment. D'accord? Parce qu'elle peut augmenter au début et puis après rechuter aussi et là ça entraîne la fausse couche. Donc ça c'est fondamental. D'accord? D'autant plus si vous avez peut-être un petit peu de spotting. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en préambule aussi, ce qui m'est arrivé à moi. Donc un peu de spotting en début de grossesse, des troubles du sommeil, une température basale qui n'est pas adéquate avec un début de grossesse où normalement la progestérone est réchauffante. Donc si vous avez tendance à avoir plutôt froid, attention à votre progestérone. Attention, d'accord? Donc tout ça, ça doit être des signaux qui doivent vous alerter, ok? Mais faites-vous accompagner, changez de gynécologue, trouvez quelqu'un, soyez aligné aussi avec ça et vous allez trouver la personne qui va vous accompagner. Ensuite, donc, prise de poids. Donc manque de progestérone, ça peut entraîner donc des prises de poids, de la cellulite aussi. Ça peut entraîner également des ballonnements et notamment en syndrome prémenstruel, donc avant l'arrivée de vos règles. Si vous êtes sujette au ballonnement, attention à votre progestérone. Alors, ce que je vous rappelle à ce stade-là de cette liste de symptômes, et on est loin d'avoir terminé, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les symptômes pour manquer de progestérone. Mais si vous dites « Ah oui, j'ai ça quand même de récurrent à chaque fois, tous les cycles, j'ai eu des fausses couches récurrentes, j'ai eu... » D'accord? Là, inquiétez-vous de votre taux de progestérone. Vraiment. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de rassembler tous les symptômes. Absolument pas. Donc au niveau des règles, on va continuer aussi au niveau des cycles. C'est vrai que je l'ai marqué après. Donc règles hémorragiques. Donc dominance œstrogénique par manque de progestérone et ou par manque de progestérone et trop d'œstrogène. Donc là, règle hémorragique. On construit aussi trop de muqueuse. Donc il peut y avoir également des kystes ovariens, des fibromes, le syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, problème thyroïdien, donc ça on en a déjà parlé, d'accord? Donc si chaque fois que j'ai des patients qui ont des troubles thyroïdiens, j'ai quasi systématiquement un problème avec la progestérone. Systématiquement, quasi, ou dominance œstrogénique. D'accord? Puisque l'un ne marche pas sans, enfin, marche de concert avec l'autre. Ok? Donc, ensuite, au niveau d'autres symptômes, rétention d'eau. Donc, si vous êtes sujette à la rétention d'eau et notamment deuxième partie de cycle, les seins gonflés, dominance œstrogénique, mais manque de progestérone, les seins gonflés en deuxième partie de cycle, douloureux un petit peu, ou beaucoup, d'accord? Donc ça aussi. Les seins fibrokystiques, donc les seins qui sont denses, d'accord? Qui ont une matière qui est dense, si vous avez déjà eu des fibromes au sein, des kystes aussi au sein, tout ça, c'est un signe également de manque de progestérone et ou d'excès d'œstrogène. Souvenez-vous que l'un ne marche pas sans l'autre. Si vous vous rendez compte que vous avez une perte d'élasticité au niveau de la peau, d'accord, vous avez l'impression de vieillir prématurément, que la peau est plus flasque, ça aussi c'est un signe de manque de progestérone. Ensuite, au niveau des courbes de température également, si vous prenez votre température, on voit qu'il y a un effondrement trop tôt. Donc ça, manque de progestérone. Soit la température basale n'augmente pas suffisamment, soit il y a un effondrement en fait du pic de température beaucoup trop tôt dans le cycle. Donc là, ça va vouloir dire qu'il y a un manque de progestérone. Ok ? Donc des maux de tête, des migraines aussi, notamment syndrome prémenstruel. Voilà. Faible libido. Faible libido. Alors, est-ce que Est-ce que tout va bien pour les autres filles? Il y a Anne qui me dit qu'elle a plus d'image, que la connexion est mauvaise. Est-ce que tout va bien pour vous, mes chers filles? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou pas? Juste pour être sûr que tout va bien pour vous autres.
Alors, Alexandra qui nous dit que tout va bien. Ok. Et chez Linda aussi. D'accord. Donc, Anne, ça doit être et Sophie également. Donc, Anne, ça doit être de votre côté, pour le coup. Merci les filles. Donc, j'en étais où? Donc, on a parlé de la peau, fragilité osseuse aussi, d'accord? Donc si vous avez une certaine fragilité osseuse qui a été détectée, donc ostéoporose, donc là aussi manque de progestérone. Bouffée de chaleur, donc voilà, donc on pense souvent que c'est un manque d'œstrogène, mais pas toujours, et d'ailleurs il y a le docteur il est le docteur voilà, préménopause. Ici, je vous le montre, le docteur John Lee qui en parle. Donc, préménopause, tout ce que votre docteur ne vous dit pas à propos de la préménopause. Pardon. Excusez-moi. donc voilà, donc il en parle justement, il parle beaucoup de progestérone dans ses livres. Le docteur John Lee, c'est le spécialiste de la progestérone naturelle. Américain. Et donc, il parle énormément de ce symptôme qu'on associe quasiment systématiquement au manque d'œstrogène à l'approche de la ménopause, ou en tout cas dans la période de préménopause, mais qui est également souvent un souci de... qui est également un souci de manque de progestérone. D'accord? Donc, Anne qui dit... ah oui, bah oui, effectivement. Désolée, ma chère Anne. Pour une fois que vous pouviez être parmi nous. Alors, bouffée de chaleur, suée nocturne. Également palpitations. Donc, souvenez-vous, on a dit que la progestérone contribuait à une bonne santé cardiaque. Donc, manque de progestérone, tac, 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 le cœur peut avoir tendance à accélérer. Les douleurs menstruelles aussi, ça j'en ai pas parlé un petit peu plus haut. Mais également la sécheresse vaginale. Donc la sécheresse vaginale peut être un signe de manque d'œstrogène, mais également de manque de progestérone. S'il n'y a pas du tout d'ovulation, et c'est pour ça que souvent quand il n'y a pas de règles, qu'est-ce que font les gynécologues? Ils vont vous prescrire du Faston, qui est tout simplement de la progestérone synthétique, pour faire revenir les règles. Si vous vous rendez compte également que vous avez des pousses de poils anormales au niveau du visage, donc ça aussi, l'hirsutisme au niveau du visage, ça peut être un signe de manque de progestérone. Et pas que en fait, les poils qui poussent de manière un petit peu sporadique à certains endroits où ils ne devraient pas pousser, c'est un signe, ça peut être un signe de manque de progestérone. Et également, et ça je l'ai découvert en faisant les recherches pour le live d'aujourd'hui, l'incontinence. Et j'ai une patiente qui m'a parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps, et je lui ai dit que j'allais faire des recherches. C'était pas plus tard qu'en début de semaine. Et donc ça tombe bien, donc belle synchronicité, tout est toujours juste et parfait. Elle me disait qu'elle avait remarqué qu'à l'approche de ses règles, c'était horrible, elle se levait toutes les nuits pour aller faire pipi, mais plusieurs fois par nuit, et pourtant elle arrête de boire tôt dans la journée pour éviter ça, mais là elle me dit c'est impossible. Donc là, incontinence, d'accord? Donc c'est intéressant de le noter, de le savoir. Alors, donc 3 choses qui contribuent à un taux de progestérone santé. Donc 3 régulations physiologiques. C'est de vous assurer que vous avez une bonne santé thyroïdienne. Indispensable, la thyroïde on en a déjà parlé, mais vous savez à quel point c'est fondamental. Et je vous invite à aller voir les travaux du docteur Khosra qui en a beaucoup parlé en périnatalité. Et également le docteur Benoît Claes, donc en finir avec l'hypothyroïdie. Le docteur Khosra a fait tout un article sur vraiment l'importance de la progestérone en préparation d'une grossesse. Pardon, pas de la progestérone, de la régulation thyroïdienne. Donc allez voir, vous tapez article docteur Khosra, périnatalité, et vous devriez trouver, ou fertilité plutôt, et vous devriez trouver cet article qui est plutôt bien rédigé, et ça c'est fondamental, vraiment fondamental. Donc un taux de TSH santé est un taux qui s'approche de 1 maximum, grand maximum 1,5. D'accord? Mais il faut qu'il soit vraiment aux alentours plutôt de 1. Et avec des taux de T3 et T4 qui sont suffisants, T3 et T4 étant les hormones. Donc la TSH est l'hormone qui stimule la thyroïde,
La T3, T4, les T3, T4 sont les hormones. Alors la T4 est l'hormone qui est produite par la thyroïde, la T3 aussi en partie, mais la T4 est inactive et elle va être activée notamment par le foie en T3, donc qui est l'hormone active. Donc s'assurer qu'il y a un bon taux de TSH, un taux optimisé, et derrière des taux de T3, T4 qui sont également suffisants. Donc, et là elle fonctionne à contrario, c'est-à-dire que la TSH, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, d'accord, puisqu'on veut pas avoir besoin de trop stimuler la thyroïde. On est bien d'accord. Mais T3, T4 doivent être suffisantes par contre, elles, suffisamment élevées puisque ce sont les taux d'hormones actives, produites. Donc ce qui est produit par la thyroïde, il faut que ce soit suffisant. Mais il ne faut pas avoir besoin de trop stimuler la thyroïde pour qu'elle produise ces hormones. Si la TSH augmente, ça veut dire qu'on a besoin de trop stimuler la thyroïde. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'hypofonctionnement thyroïdien. Donc la thyroïde, premier des facteurs, vraiment pour l'équilibre de la progestérone, pour un taux de progestérone santé. Ensuite, le stress, et ça on va le voir aussi dans les outils pour vous aider à réguler votre progestérone. La glycémie, d'accord? Donc soutenir vraiment un bon taux de glycémie, ça va être absolument fondamental. Donc ça, on en a déjà parlé. Comment est-ce qu'on soutient un bon taux de glycémie? On mange des aliments index glycémique bas, donc on ne mange pas d'aliments raffinés, donc tout ce qui est blanc, pain blanc, riz blanc, etc. Ça, on évite vraiment, pas de blanche, on évite au maximum. On les consomme éventuellement qu'à l'extérieur de chez nous, si vraiment on n'a pas le choix. Et puis, c'est les bonnes associations aussi alimentaires. Bon, je ne vais pas vous faire, là, ici, vous détailler vraiment tout pour la glycémie, mais c'est de manger à heure. Donc c'est index glycémique bas, donc si vous voulez en savoir davantage, allez faire vos propres recherches. Alors, on s'autonomise aussi dans notre santé. Il existe plein de ressources par rapport à ça. Et ensuite, manger à horaire régulier, toutes les 3-4 heures maximum. Vous ne devriez pas normalement ressentir la sensation de faim. Dès qu'on ressent la sensation de faim, ça veut dire que la glycémie a chuté. Et a fortiori, si vous vous sentez fatigué, si vous avez un coup de barre, si vous êtes irritable, ça veut dire qu'elle a bien chuté. Donc il faut idéalement anticiper la faim. Donc toutes les 3-4 heures, on n'est pas obligé de manger en grosse quantité, mais on restabilise le taux de glycémie. Important. Petit déjeuner aussi gras et protéiné de préférence pour la chronobiologie. Donc ça, pour stabiliser la glycémie, c'est important aussi. Et plutôt le sucre. Fin de repas, on enveloppe toujours les sucres. On ne mange jamais de sucre seul. Sinon, pic de glycémie derrière. Donc on enveloppe les sucres avec du gras et des protéines. Donc soit en fin de repas, on va consommer un petit peu de sucre, soit en collation de l'après-midi. Donc là, les fruits sont bienvenus à ce moment-là, avec par exemple des oléagineux, gras, protéines, fibres et glucides. Et là, c'est parfait. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est vraiment fondamental de bien penser à réguler la glycémie. C'est la première des choses qui doit être faite pour réguler les hormones. Ensuite, donc comment savoir quel est mon taux de progestérone? Donc, je vous invite à tester, pas à deviner. Ok? Donc voilà, donc vous pouvez avoir un certain nombre de symptômes, mais souvenez-vous que ces symptômes peuvent être aussi des manifestations de dominance œstrogénique. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'avoir un dosage des œstrogènes à J3 dans votre cycle, donc 3e jour des règles, 1er jour des règles étant perte de sang rouge, hein, d'accord, on n'y va pas au bout de 3 jours de spotting, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Donc 3e jour de perte de sang rouge, donc le spotting étant du sang qui est plutôt marron, rosé, éventuellement bordeaux, mais il n'est pas rouge vif, d'accord. Donc voilà, donc du coup, les oestrogènes, on les dose en première partie de cycle et la progestérone, on la dose 7 jours après l'ovulation. Et si vous avez un cycle qui est consistant, qui revient tous les 28 jours, vous voyez bien une ovulation, vous ne ressentez pas nécessairement l'ovulation, mais vous sentez que voilà, 28 jours, c'est plutôt équilibré. Vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous ovulez, à ce moment-là, vous faites vos règles moins 7 jours, puisque normalement, la phase lutéale est plutôt stable à 14 jours. D'accord? C'est quand on a un cycle de 28 jours. Donc voilà, donc ça, quel est le taux optimal de progestérone? Alors, minimum 15.
et idéalement au-dessus de 20. D'accord? Donc hors grossesse, minimum 15 et idéalement au-dessus de 20. Ça, important de le noter parce que moi je vois beaucoup de patientes qui sont bien en deçà de ça. Alors, comment est-ce qu'on va soutenir un bon taux de progestérone? À vos stylos les filles, j'espère que vous avez pris des notes dans votre journal fertile depuis le début. Maintenant je vous le redis plus, vous savez que vous avez besoin de noter tout ça parce que comme ça vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus facilement l'information. Donc comment est-ce qu'on soutient un bon taux de progestérone? La première des choses, fondamentale, essentielle, à comprendre, à entendre, à gérer, c'est le stress. Souvenez-vous de la compétition au niveau de vos surrénales entre le cortisol et la progestérone. Et là, la progestérone dans ce bras de fer n'aura jamais le dessus. Jamais. C'est toujours le cortisol. La survie passe au-dessus de la reproduction. On a promis. D'accord ? Donc là, du coup, on gère le stress. Et comment est-ce qu'on va gérer notre stress? Eh bien, c'est déjà en travaillant sur nous-mêmes, en voyant quels sont les éléments qui nous stressent dans notre vie. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? Si c'est notre travail, soit on diminue notre temps de travail. Ah oui, on va peut-être gagner moins d'argent, mais si c'est pour gagner en qualité de vie, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Soit on change de travail, soit on lâche prise sur notre travail. On a plusieurs. Réinventez-vous. Trouvez les solutions qui vous conviennent. D'accord? Mais si votre travail vous stresse particulièrement, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est essentiel. Essentiel pour vous, d'abord et avant tout, et également pour votre bébé et pour la survenue d'une grossesse. D'accord? Ça peut être ça qui bloque la grossesse. Donc, allez vraiment identifier les éléments qui vous stressent. Si c'est relationnel, eh bien, voyez comment améliorer les relations, peut-être couper certaines relations aussi, si c'est toxique. Ça peut être au niveau financier, donc c'est de trouver des solutions, peut-être réduire les dépenses, mettre les priorités là où il faut mettre les priorités, etc. etc. Donc voilà, donc regardez vraiment quels sont vos stress et comment est-ce que vous pouvez apprendre à les gérer, à les relativiser pour faire redescendre l'intensité émotionnelle. Et ce soir, on va parler de l'accueil des émotions. Donc ça en fait partie aussi, parce que parfois, on est stressé par une difficulté à gérer nos émotions. Et c'est ça qui va nous faire complètement perdre les pédales. Et bonjour Anna, j'avais pas vu que vous nous aviez rejoint. Et oui, le stress est l'un des premiers facteurs d'hypofertilité, il faut le savoir, par dérégulation hormonale, justement. Donc là, soyez-y vraiment très consciente. Soyez-en vraiment très consciente de ça. Donc, le stress également, comment est-ce qu'on fait pour aider à apaiser le niveau de stress? Donc on apprend à gérer nos émotions, on apprend à respirer dès qu'on a un événement qui ça me stresse, je me sens comme ça, là, vraiment comme une pile, je respire, je me recentre, je reviens dans mon cœur, et pour vous, dans mon corps, et dans mon cœur, je sors du mental. Je reviens donc dans mon cœur et dans mon corps, je respire. Je respire, je mets de la conscience aussi sur ce qui passe en moi. Ok? Donc voilà, donc on respire, contact avec la nature, plus, ça aide énormément à apaiser le stress. Pourquoi est-ce qu'on est également aussi stressé dans nos sociétés actuelles? Parce qu'on est très fréquemment coupé de la nature. On vit en ville ou alors, même si on vit à la campagne, on va travailler comme des forcenés. Donc du coup, on prend la voiture le matin, on va au travail, on rentre le soir, on n'a même pas le temps d'aller ne serait-ce que toucher un arbre. D'accord? Donc ça, fondamental, le contact avec la nature. Quelle qu'elle soit, ça peut être juste un carré d'herbe, ça peut être un parc si vous habitez en ville, un arbre, n'importe quoi. Reconnectez-vous, revenez dans votre centre vraiment et la nature va vous y aider. Reconnectez-vous à la terre-mère aussi. Videz vos énergies. Tout ce dont vous ne voulez plus, mettez-vous à la masse, à la terre-mère. D'accord? Éventuellement pieds nus dans l'herbe. En plein été, en plus, c'est beaucoup plus facile de le mettre en pratique. On se pose aussi
Donc on respire, contact avec la nature, on se pose, on s'autorise des pauses, on lâche le perfectionnisme. Vraiment, les exigences, les surexigences, les to-do list, certaines se reconnaîtront parmi vous, n'est-ce pas? Donc les to-do list, tout ça, non plus finir, non. Ou dans sa to-do list, on a « je prends du temps pour moi, en priorité ». Et qu'est-ce que je fais? 2 points. Je lis, je bulle au soleil, je crée. D'accord? Du temps pour soi, du temps pour soi, du temps pour soi pour abaisser le niveau de stress. Ok? Donc, on peut également méditer, bien entendu. Je vous invite à méditer, à vous poser ne serait-ce que quelques minutes par jour, même 5 minutes. Si vous n'y arrivez pas parce que le mental est trop présent, n'hésitez pas à vous faire accompagner, soit en méditation guidée, soit avec des musiques. Moi, personnellement, j'adore en musique. Sans rien, je vais partir beaucoup moins facilement. Alors qu'en musique, avec certaines musiques, voilà. Et je vous invite par exemple, moi j'adore, alors je vous le partage, je vous invite à aller voir sur YouTube ce que Meilan propose, M-E-I, plus loin L-A-N. C'est juste, voilà, personnellement je touche au divin, j'ai l'impression de toucher au divin quand j'écoute ces musiques-là, tellement ça vient toucher profondément mon âme et c'est ce qui me permet de décrocher là. Ça me fait décrocher quasi instantanément le mental. Donc ça fait beaucoup de bien. Et après, toutes les musiques aussi avec les sons binauraux, les fréquences pour rééquilibrer les chakras. Donc ça, dans le parcours détox que je vous avais partagé, je vous avais mis pas mal d'exemples, mais rééquilibrer les chakras, écouter ces fréquences-là, vraiment, ça peut aussi vous faire beaucoup de bien. Ensuite, donc, dans le stress aussi, on va vraiment chercher à soutenir les surrénales, d'accord? Pour éviter d'aller les sursolliciter. Et donc dans les vies qu'on mène en général, actuellement, on a une tendance à sursolliciter les surrénales par un stress chronique en fait. On est toujours sous le stress. Normalement, le stress, c'est j'ai un stress aigu, hop, on a un pic, ensuite on a un plateau, et ensuite ça redescend. Sauf que vu qu'on vit quasiment tous, enfin en grande majorité, sous un stress chronique, ça fait quoi? On a un premier stress. Et en fait, on a tout le temps du stress. Donc, on reste toujours sur la phase de plateau. Ça redescend jamais. Donc, nos surrénales, elles sont toujours sursollicitées, au taquet. On risque un épuisement surrénalien. L'épuisement surrénalien, c'est le burn-out. D'accord? Derrière, c'est le burn-out. S'il n'y a plus rien, le système nerveux ne suit plus. C'est burn-out. Vous pouvez avoir toute la meilleure volonté du monde. Le matin, vous ne pouvez plus vous lever de votre lit. C'est ça le burn-out. C'est un effondrement du système nerveux par épuisement surrénalien. Ok, donc faites-y très attention si vous y êtes sujette. J'ai beaucoup moins de femmes que j'ai accompagnées et que j'accompagne qui sont toujours en limite. Toujours. Et là, j'ai toujours peur pour elles que ça, à un moment, ça flanche. Donc faites-y très attention si vous sentez une sensibilité par rapport à ça. Donc comment est-ce qu'on va soutenir les surrénales? Donc en faisant tout ce qu'on a dit pour réguler le stress, bien entendu, mais également en arrêtant tout ce qui est excitant. Donc le café, tout ce qui contient de la caféine. Bon, le coca, je vous cache pas que celui-ci, il faut vraiment l'éviter pour de multiples raisons, dont la glycémie par exemple, mais aussi tous les produits qu'il contient qui sont vraiment hautement nocifs. Le sucre, sans parler du sucre acidifiant donc pour la glycémie, mais aussi excessivement acidifiant. Donc on évite également les excès de thé noir, d'accord? Donc éventuellement un peu de thé vert, un peu de thé matcha, mais on évite vraiment tout ce qui est excitant. Les excès de chocolat aussi, hein. Le chocolat est également un excitant, donc à petite dose c'est ok, d'ailleurs on va en parler, mais par contre pas à haute dose. Et le soutien des plantes adaptogènes. D'accord? Donc ça, voilà, dès qu'il y a une difficulté au niveau des surrénales, au niveau du stress, on s'aide avec des adaptogènes, comme par exemple, s'il y a des soucis thyroïdiens, l'ashwagandha est particulièrement recommandée, la rhodiola aussi, donc, et notamment association rhodiola-ashwagandha, ça peut être très bien. Donc donnez-vous 3 semaines à peu près de recul, début de recul on va dire, pour voir l'action en fait de ces plantes. Hein. Ça n'agit pas comme une médication chimique. Ça vient pas, c'est pas comme un anxiolytique par exemple, qui tout de suite va venir vous apaiser. Non, là, ça va être sur la durée.
d'accord? En sachant que certains même anxiolytiques ou même antidépresseurs vont avoir vont mettre un certain temps avant d'agir, d'accord? Mais voilà, il faut savoir qu'avec les plantes, a fortiori, c'est le cas. D'accord? Où elles peuvent mettre un petit peu de temps à être enfin non pas opérationnelles, elles vont agir dès le début, mais vraiment à ce que vous ressentiez un véritable effet. Mais elles vont commencer à agir dès le début où vous allez les prendre. Donc plantes adaptogènes, ashwagandha, rhodiola, tout ce qui est champignons aussi, comme le reishi par exemple. On a également le shatavari qui est une plante adaptogène qui va venir réguler aussi les hormones, qui est très intéressante. On a le ginseng, l'éleutérocoque, donc tout ça va vraiment aider. Donc adaptogène, ça veut dire quoi? Ça soutient le corps à s'adapter à tout type de stress, d'accord? Que ce soit le stress psychologique, émotionnel, environnemental, physique. Donc ça renforce la capacité à résister à tout type de stress. Donc ensuite, la chose qu'il faut aussi savoir à propos de la progestérone, c'est que de l'équilibre hormonal en général, hein, bien entendu, hein, c'est qu'il faut suffisamment dormir. Et là, moi, j'ai des femmes que j'ai accompagnées aussi, qui, pour elles, en fait, se coucher tôt, c'était quelque chose d'inconcevable. Elle n'arrivait pas à réguler les hormones. Sauf qu'elle se couchait à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin pour certaines. À se lever à 7h, 8h. Alors, pas suffisamment d'heures de sommeil et en plus se coucher beaucoup trop tard par rapport au rythme nictéméral, au rythme jour-nuit. Ok? En tout cas, sous nos latitudes. Et à partir du moment où enfin elles ont entendu le message, parce que pour certaines ça résistait, on a commencé à voir vraiment une amélioration. Vraiment. On avait mis des choses en place, il y avait eu des améliorations, mais toujours un truc qui bloquait. Et là, enfin, elles se sont autorisées à dormir. Et là, ah oui, je me sens mieux, ah oui, si, ah oui, les taux hormonaux se sont rééquilibrés. Et oui. D'accord? Donc, vraiment, négligez pas votre sommeil. 7 à 8 heures de sommeil toutes les nuits, on se couche impérativement avant minuit, si possible avant 23 heures. D'accord? Donc le sommeil, fondamental. En sachant que, on est toujours dans quelque chose de circulaire, un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment est-ce qu'on le prend. Mais si vous manquez de progestérone, ça impacte votre sommeil. Si vous manquez de sommeil, ça impacte votre progestérone. Si vous avez suffisamment de progestérone, ça impacte votre sommeil dans le bon sens, et donc vous améliorez votre sommeil et vous améliorez votre taux de progestérone. D'accord? Alors ensuite, les bons nutriments qui soutiennent la synthèse de progestérone. On en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, le magnésium. Magnésium. D'autant plus si vous avez une tendance à être stressé, ou vous allez surconsommer du magnésium. D'accord? Donc en règle de base, c'est 6 mg par kilo de poids corporel. Mais si vous êtes, donc par jour, en plusieurs prises, il ne faut pas prendre le magnésium en une seule prise parce que vous allez moins bien l'assimiler. Donc vraiment répartissez les prises. Par exemple, c'est 400 mg, idéalement vous prenez 100 mg en 4 prises. Et donc, le magnésium, fondamental. Vous pouvez augmenter ces doses-là, 6 mg par kilo de poids corporel, si vraiment vous vous sentez stressé. Si en plus vous avez des manifestations, la paupière qui tressaute par exemple, on appelle ça des fasciculations, des crampes aussi. Donc tout ça manque de magnésium. Faites également checker, vérifiez votre taux de vitamine D. D'accord? Fondamental, ça fonctionne de concert. Les vitamines B également sont essentielles pour la synthèse de progestérone. Toutes les vitamines B et en particulier la B6. Donc faites-y très attention. La vitamine D, donc on en a parlé, donc elle fonctionne également de concert avec le magnésium. Et il faut savoir que la vitamine D est bien assimilée s'il y a suffisamment de magnésium aussi. Et la vitamine D, écoutez bien ça, permet le passage de l'hormone thyroïdienne active, donc la T3, dans les cellules. Donc vous pouvez très bien produire suffisamment de T3, mais si ça ne rentre pas dans les cellules, vos cellules envoient un message, on manque de T3, on manque de T3. Ça envoie un message au cerveau, le cerveau va dire à la thyroïde, va stimuler encore plus la thyroïde, donc la TSH augmente,
produit plus d'hormones thyroïdiennes, les cellules en manquent. Alors qu'en fait, c'est pas un problème de production, c'est un problème de logistique, de transport. Vraiment. De transport à travers la membrane cellulaire. Donc, faites-y attention. Vraiment. Taux de vitamine D, on ne se supplémente pas à l'aveugle, on va faire un dosage sanguin préalable et on monitore notre taux de vitamine D régulièrement si on doit se supplémenter notamment, et même si on ne se supplémente pas justement pour savoir où est-ce que l'on est, et si on se supplémente pour savoir si la supplémentation est adaptée, si la posologie est bonne, si la forme est bonne, si la vitamine D est bien assimilée correctement. D'accord ? Et la vitamine C aussi pour la synthèse de progestérone, elle est très très intéressante. Et d'ailleurs, avec la vitamine C, on peut augmenter les phases lutéales chez certaines personnes qui ont un souci de ce côté-là. Alors, si vraiment le taux de progestérone est très très faible et si malgré tout ça, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à l'augmenter suffisamment, crème à la progestérone bio-identique. Je vais en reparler quand je vais aborder les questions. D'accord? Donc, crème à la progestérone bio-identique en deuxième partie de cycle. Uniquement. Sinon, vous allez bloquer l'ovulation. Donc, après l'ovulation, jusqu'à vos règles. Ok? Donc, on soutient également la qualité ovocytaire. Donc là, je vais vous renvoyer au live qui a été déjà fait précédemment sur la qualité ovocytaire. Donc, dans la barre de recherche, hop, vous tapez qualité ovocytaire et vous allez voir normalement le live qui va apparaître. Donc, si vous n'avez pas pris de notes ou si vous êtes nouvelle et que vous ne l'avez pas encore vu, mais allez voir vraiment le live sur la qualité ovocytaire. Pourquoi? Parce qu'une bonne qualité ovocytaire, donc bonne maturation des follicules, va permettre la production d'un bon corps jaune et donc de progestérone concomitante. Et si ce n'est pas le cas, bah, du coup, le taux de progestérone peut être impacté. Ensuite, donc on réduit l'exposition aux xénohormones, donc toutes les hormones de l'environnement. Donc par exemple, tout ce qui est solvant, tout ce qui est colle, tout ce qui est herbicides, fongicides, pesticides, que ce soit par l'alimentation que vous mangez ou si vous faites du jardin, vous aussi. D'accord? N'utilisez pas tous ces produits. Donc tous ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve de partout, donc tous les plastiques, même les nouveaux plastiques. Donc dans tout ce qui n'est pas bio, bien entendu, que ce soit fruits, légumes, huiles, légumineuses, céréales, mais également les protéines animales. Attention aux poissons d'élevage, même bio, par contre, ça je vous le dis, c'est vraiment pas optimisé, choisissez du poisson sauvage. Tout ce qui est pollution, hein, aussi, bien entendu, ça n'aide pas, mais la pollution extérieure est moindre, il faut le savoir, que la pollution à l'intérieur, avec tous les meubles, avec les revêtements de sol, avec les peintures, etc. Donc, aérez votre intérieur tous les jours, même en plein hiver. Vraiment, c'est fondamental, ça, pour renouveler, même si vous habitez en ville. Voilà, donc tous les produits d'entretien, tous les produits lessiviels aussi, donc les lessives assouplissants, les produits pour les cheveux, pour le visage, les cosmétiques, la crème solaire aussi, faites-y très très attention puisqu'on est en plein été. Donc ça, beaucoup de perturbateurs endocriniens dans tout ça. Comment est-ce qu'on soutient également le taux de progestérone par certaines herbes? Donc le plus connu c'est le gâtillier, qui va rééquilibrer l'équilibre œstroprogestatif, mais il y a également l'achillée, l'alchimie qui sont progestérone-like, donc qui imitent la progestérone, donc elles sont très intéressantes. On va également avoir la maca et le DIM, di-indole métal, ou indole 3-carbinol, extrait de brocoli. Et donc, au besoin également, on va soutenir un bon taux de progestérone en perdant du poids, si besoin est, bien entendu. Et la dernière chose que je voulais vous dire, non, il y a deux choses que je voulais vous dire, je vous en ai déjà parlé. La feuille de framboisier, très intéressante, donc en tisane, chaude, froide, donc va soutenir les taux de progestérone, notamment par sa richesse en vitamine B, mais pas que. Et si vous n'aimez pas la tisane ou ça vous saoule de devoir consommer trop de tisane, parce que vous allez faire pipi tous les 4 matins, et bien à ce moment-là, prenez des bourgeons de framboisier. D'accord? Donc là, très très intéressant, mais soutenez votre progestérone également grâce aux bourgeons de framboisier. Donc là, moi je vous recommande particulièrement la marque de chez La Royale parce que c'est
la gamme au-dessus en qualité, on va dire, et donc derrière en action aussi. Donc parfois il vaut mieux payer un petit peu plus cher, mais être sûr d'avoir une qualité, plutôt que de viser le prix, et là que l'action soit moindre. Donc du coup, finalement, on n'en a pas pour son argent. Donc chez La Royale, donc si toutefois vous voulez commander des bourgeons de framboisier chez La Royale, vous m'envoyez un petit message, parce que là, je dois vous donner un code, c'est uniquement sur recommandation d'un thérapeute. On ne peut pas commander chez La Royale sans ça. Donc voilà, et je terminerai par les aliments qui soutiennent bien la synthèse de progestérone. Donc deuxième partie de cycle, on peut avoir des fringales de sucre, donc ça peut être pour la sérotonine, pour apaiser. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut plutôt rappeler, c'est que la progestérone est très apaisante. Donc la progestérone va aider, donc elle agit sur le cerveau, elle va aider aussi à la sécrétion de ce neurotransmetteur, la sérotonine, qui est apaisant. Et donc, si on a des appels de sucre, c'est aussi parce qu'en fait, on a besoin de glucides, particulièrement en deuxième partie de cycle, pour synthétiser notamment la progestérone. Et c'est pour ça que tous ces régimes keto, paléo, mais vraiment encore plus keto, cétogène, là, quand il n'y a pas quasiment le taux de sucre est très 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 faible, le taux de glucides autorisé est très très faible. Ça peut être intéressant un certain temps parce qu'on va apporter beaucoup de gras. Donc, les gras et les protéines sont indispensables pour la synthèse hormonale. D'accord? Mais les glucides aussi. Et donc, ce qui fait que on a une amélioration un temps au niveau hormonal, perte de poids, etc. Et après, il n'y a plus rien qui va. Tout simplement parce qu'on en manque de glucides. Ça déséquilibre notre système hormonal. Donc voilà, donc du coup, privilégier les bons glucides en deuxième partie de cycle. Donc les patates douces par exemple, voilà, également l'igname, le yam aussi, le manioc, tout ça, ce sont des tubercules qui sont très intéressants pour la synthèse de progestérone. Après, également, tout ce qui est en saison, les courges. Après, il y a également les céréales et les pseudo-céréales. Donc, pensez bien à faire tremper tous vos grains entiers avant de les faire cuire. Je vous le rappelle, encore une fois, pour l'équilibre hormonal, c'est essentiel. On ne peut pas y couper. D'accord? Donc, vous les faites tremper une nuit avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau filtrée, si possible. Vraiment. Donc, si vous n'avez pas encore de l'eau filtrée, réfléchissez vraiment à investir dans un système d'eau filtrée, quel qu'il soit. De préférence à gravité comme les Berkey ou à osmose inverse, d'accord? Après, il y en a d'autres systèmes, mais assurez-vous que ça microfiltre tout, dont les résidus de pilules œstroprogestatives, de chimiothérapie, tout ce qui est perturbateur endocrinien dans l'eau. C'est essentiel, fondamental. Donc voilà, on fait tremper tous les grains pendant une nuit avant de les faire cuire. Ensuite, donc, les aliments qui sont importants pour la synthèse de progestérone, la banane pour sa richesse en B6, donc celle-ci on la consomme jamais toute seule parce qu'elle est très riche en amidon, on fait augmenter le taux de glycémie. Donc elle est autorisée en fin de repas ou sinon à la collation de l'après-midi, mais par contre vous rajoutez bien des oléagineux pour l'envelopper, donc gras, protéines, souvenez-vous de ça. Donc les légumineuses sont très intéressantes, également trempées, au même titre que les céréales et pseudo-céréales, pendant toute une nuit, avant de les faire cuire. Ensuite, donc les oléagineux, donc que ce soit les graines, et notamment graines de lin et graines de courge, donc très intéressant. Et également les noix, donc tout ce qui est fruits oléagineux, fruits à coque. Les produits de la mer également, notamment pour les apports en oméga 3, mais pas seulement. Donc tout ce qui est poissons, crustacés, fruits de mer. Ensuite, les choux, très très important pour la santé du foie, l'équilibre œstroprogestatif. Les pignons de pain, alors ça je l'ai appris aussi en faisant des recherches, ça tombe bien, j'adore ça, je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Je pourrais en mettre de partout, tellement j'aime ça. C'est d'ailleurs mon oléagineux préféré. La volaille aussi, qui est très intéressante. Le bœuf de pâturage, donc le bœuf qui mange de l'herbe, pas le bœuf d'usine, qui mange des tourteaux de soja. Ça, on n'en veut pas. Le germe de blé, ça peut être très intéressant si vous n'avez pas coupé le gluten, puisque dans le germe de blé, il y a du gluten. Le chocolat noir également, mais sans excès, parce qu'il contient également des vitamines B. Alors, il y a également les agrumes qui peuvent être intéressantes, donc pas d'excès d'agrumes si vous avez tendance à vous rétracter avec l'âge ou vous avez une constitution vraiment
mince, voire très mince, d'accord? Donc ça, faites-y attention, pas d'excès d'agrumes, pour pas aggraver l'acidification. Vous êtes plus sensible à l'acidification dans ces cas-là, donc les agrumes peuvent être acidifiants, vont être acidifiants chez vous. Les flocons d'avoine aussi sont très intéressants. Donc ça, en petit déjeuner par exemple, ou en collation, vous pouvez vous faire des cookies par exemple. Flocons d'avoine avec des dattes pour sucrer, éventuellement des oléagineux, vous rajoutez des oléagineux, des petits carrés de chocolat. Ça peut être intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai fait le tour, donc je vais prendre vos questions. Et ensuite, on va faire la visualisation. Alors, hop, je vais tout de suite prévoir l'enregistrement Zoom, parce que c'est vrai que pour aujourd'hui, on enregistre la visualisation pour que vous puissiez la voir après avec vous. Hop. Désolée, c'est un petit peu lent. Voilà, ça c'est bon. Et je prends vos questions qui étaient juste là. Hop. Alors, merci déjà à celles qui ont posé des questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Non, je ne vois pas d'autres questions qui sont arrivées en cours de route. Alors, Felousa qui nous dit qu'elle prend 100 mg 2 fois par jour en capsule matin et soir. Est-ce mieux par voie orale ou par voie vaginale? Est-ce suffisant? Alors, ça dépend de ton taux de progestérone, Felousa. As-tu un dosage de progestérone? On peut monter jusqu'à 600 mg en fonction, d'accord? En 2 prises. C'est mieux par voie vaginale pour le coup, d'accord? C'est de la progestérone de synthèse. Donc là, pour le coup, il vaut mieux qu'elle soit positionnée en voie vaginale. Sinon, en oral, tu risques de pas très bien l'assimiler. Donc Alexandra, je crois qu'on a répondu à une partie de vos questions dans le live. La différence avec les œstrogènes, eh bien, on en parlera le mois prochain. Mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les lives précédents, puis je voulais quand même évoquer dans ce live-ci, mais je rentrerai vraiment dans les détails des œstrogènes le mois suivant. Et votre cycle, donc le sang est bien rouge les 3 premiers jours et ensuite pendant les 4-5 jours suivants, encore des pertes mais beaucoup plus légères et plus marron. Est-ce normal? Normalement, non. 4-5 jours, c'est long, Alexandra. Donc, s'il n'y a pas de fibrome, etc., faites bien doser le taux de progestérone quand même. D'accord? Assurez-vous que tout est bien à ce niveau-là. Donc si, c'est quand même intéressant la question de Babette qui nous dit que malheureusement elle a fait une 6e fausse couche en mai, très précoce, à 2 semaines et demie de grossesse, donc fausse couche naturelle. 6 jours après l'ovulation, il y a eu la nidation avec les symptômes habituels de dose de température, les nausées qui ont démarré, léger tiraillement de le bas-ventre, le soir, forte contraction pendant 4 heures, et là, le corps disait non. Donc là aussi, ça peut être un manque de progestérone. Hein. Donc aussi par rapport à ce que tu dis, Babette, donc fais-y attention, mais après on va aborder le reste de ce que tu dis. Mais là aussi, progestation, c'est aussi, on est en gestation de nous-mêmes, d'accord? Donc là, la progestérone peut être impactée, donc oui, il peut y avoir, en fait tout est toujours imbriqué, d'accord? Il ne va pas y avoir un nœud énergétique sans qu'il y ait une atteinte physiologique. Et si on évoque l'atteinte énergétique, d'accord? On peut aussi, par le dialogue et en supplémentant le corps correctement, shifter le nœud énergétique. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser à la globalité, vraiment à l'individu dans son intégralité. Donc,
Babette nous dit que elle a pris conscience donc que son corps disait non quand elle a ressenti des contractions, que c'était son utérus qui ne voulait pas de cet embryon. Donc déjà Babette va introspecter. Pourquoi est-ce que ton utérus pourrait ne pas vouloir de cet embryon-là si consciemment tu penses à des choses, d'accord? Mets des mots dessus. Mais ensuite, donc les jours suivants, les saignements ont commencé et donc elle est allée voir une micro-kiné qui lui a dit que son corps se croyait en danger avec la grossesse et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une mémoire émotionnelle transgénérationnelle. C'est tout à fait possible. Donc, alors, mémoire transgénérationnelle, là c'est de faire un travail, donc soit avec un énergéticien pour t'aider à libérer ça. L'énergéticien peut ne pas nécessairement avoir l'autorisation d'agir en transgénérationnel. Ça va dépendre du nœud énergétique. Donc là, à ce moment-là, c'est d'aller, on va te réorienter vers un parcours en psychogénéalogie. D'accord? Donc il y a beaucoup d'accompagnement dans les troubles de la fertilité grâce à la psychogénéalogie, tout simplement parce qu'on a hérité d'une mémoire dans nos cellules qui bloque la grossesse. Donc là, si effectivement il y a des mémoires d'enfants morts-nés, de morts en couche aussi, enfin de mortes en couche hein, pour le coup, hein, de futures mamans qui accouchaient et qui malheureusement sont décédées en cours d'accouchement. Tout ça, ça peut bloquer, absolument, Babette. Donc, reprogrammer l'utérus par rapport à ça, donc énergéticien, énergéticienne, kinésiologie aussi, bien entendu, la kinésio, donc comment reprogrammer le corps, bénédiction donc transgénérationnelle aussi, d'aller voir de ce côté-là, psychogénéalogie, et bénédiction de l'utérus aussi, faire tout ça, se reconnecter à l'utérus. Et moi, je rencontre chez nombre de mes patientes où il y a une coupure, d'accord? Et d'ailleurs, il y a un lien, il y a un texte que je vais vous partager, qu'il faut que je mette, donc sur le... Qui se nommera dans le sexe des femmes. Et vous allez voir que c'est vraiment très très intéressant à quel point on peut nourrir des blocages bien malgré nous dans notre yoni, dans notre matrice. Alors ensuite, Babette nous dit qu'elle a remplacé alors non. Pourquoi est-ce que j'ai des nausées avec le progestan, pourtant à petite dose et par voie vaginale? Parce que c'est de la progestérone de synthèse, ma chère Babette. C'est de la progestine. Donc, elle n'est pas toujours très très bien assimilée, même par voie vaginale. La crème William dosée en diosgine, celle-ci, ton corps peut ne pas nécessairement bien la transformer en progestérone. Donc, je te recommande vraiment plutôt de rechercher crème à la progestérone naturelle bio-identique. Tu recherches bien ce terme-là, progestérone naturelle bio-identique. Donc notamment en France, il y a sur Persmart qui en fait une. Sinon, tu vas voir sur iHerb. C'est quand même moins cher sur iHerb que chez Supersmart. Mais si tu préfères commander directement en France, Supersmart. Alors, Linda qui dit pourquoi prend-on de la progestérone après la ponction? Est-ce parce qu'elle permet de faire grossir l'endomètre? Donc on a déjà répondu à la question, ma chère Linda. Donc non, c'est pas la progestérone qui fait pousser l'endomètre, ce sont les œstrogènes. En revanche, la progestérone permet de maintenir l'épaisseur de l'endomètre à un niveau suffisant pour que l'embryon puisse s'accrocher. Et s'il n'y a pas suffisamment de progestérone, ça déclenche les règles et donc l'embryon peut être balayé avec la décroche de la muqueuse par manque de progestérone, d'où fausse couche précoce. Et parfois ça intervient très 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 tôt hein, avec les règles. On peut avoir 1 ou 2 jours de retard par exemple et en fait c'est la progestérone qui n'était pas suffisante. Sophie qui nous dit dans quelle mesure les pilules contraceptives abîment l'équilibre hormonal et la progestérone? Je pense notamment aux pilules qui coupent totalement les règles. Y a-t-il quelque chose de particulier à faire en cas de prise longue pour relancer le système? Donc 17 ans chez toi Sophie. Elles vont venir, les pilules, quelles qu'elles soient, hein, même si elles ne coupent pas les règles, mais si elles coupent les règles, a fortiori, bon, il n'y aura pas de... En fait, les règles pendant la prise de pilules sont des règles de privation. Ce ne sont pas des vraies règles, hein, d'accord? Donc, en fait, l'ovulation est bloquée. Donc, du coup, on ne va pas avoir de règles à proprement parler sous pilule, quelle qu'elle soit. Ou sous anneau, ou sous stérilet hormonal, ou sous injection. Okay, donc c'est vraiment des règles qu'on appelle de privation. Mais ça permet quand même d'évacuer du sang, donc c'est bien parce que l'utérus est un émonctoire, donc ça permet quand même d'évacuer des toxines.
Donc, comment faire pour rééquilibrer? Ben là, on va aller détoxifier le foie. Typiquement, on détoxifie le foie. Ensuite de pilules. Donc, on remet de l'ordre dans les hormones. Donc, parfois, on a besoin... Donc, on met de l'ordre dans l'alimentation, dans le sommeil, dans la gestion du stress. Donc, on révise toute l'hygiène de vie. On détoxifie bien le foie, fondamental. On apporte aussi, notamment, magnésium, zinc, vitamine B, vitamine C, qui sont tous des nutriments qui sont... neutralisé en grande partie par la pilule, en tout cas l'absorption au niveau cellulaire. Donc voilà, et après on peut se faire aider bien entendu par certaines plantes pour soutenir le corps le temps de sa régénération hormonale, de sa restauration, de son rééquilibrage hormonal. Mais rien n'est jamais irréversible, ne t'en fais pas, hein, Sophie. Hein. Et tu travailles bien pour ça. Voilà, donc j'ai terminé les questions, donc on va faire une petite visualisation. Donc je vais lancer, j'ai bien le micro, je vais lancer le zoom et je vais vous inviter là à vous mettre dans une position confortable, en tailleur par exemple. Moi je me mets en tailleur sur ma chaise, ou sinon vous pouvez également vous mettre les deux pieds au sol et si c'est plus confortable également vous allonger. Voilà. Je bois un petit coup. Et je lance l'enregistrement. Alors, mes chers fées, je vais vous inviter à fermer vos yeux et à tourner votre attention à l'intérieur de vous. Et pour vous aider à vous centrer, je vais vous inviter à prendre 3 profondes respirations. Et vous allez inspirer par le nez en levant la tête au ciel. Et expirer par la bouche en baissant la tête en direction du sol. Encore 4 fois. Une dernière fois. Et vous revenez la tête au centre. Vous vous sentez bien, détendu. Vous relâchez toutes les tensions, micro-tensions de votre corps. Le front, les mâchoires, le cou, la nuque, les épaules, le dos, les bras, les jambes, tous les organes abdominaux. Gonflez bien le ventre pour qu'ils aient de la place, pour reprendre leur place. Et sentez également votre utérus qui se relâche complètement, complètement, complètement. Ça peut vous donner peut-être une légère envie de faire pipi, c'est normal. Tout se relâche, tout se détend. Vous êtes bien. Et depuis cet espace sacré de paix, de sérénité, je vais vous inviter à poser votre intention pour cette visualisation. Par cette visualisation, je souhaite optimiser mon taux de progestérone. Et là, vous allez prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et vous allez visualiser au-dessus de votre tête
un rayon vert qui pénètre en vous par le sommet de votre tête, qui descend le long de votre nuque, de votre colonne vertébrale en serpentant vertèbre par vertèbre, qui arrive à la base de votre colonne vertébrale et s'enfonce profondément dans le sol. Et à nouveau, vous portez votre attention sur le sommet de votre tête. Toujours ce rayon vert qui pénètre en vous par le chakra coronal au sommet de votre tête et descend cette fois-ci par tous les chakras, chakra du troisième œil entre les deux yeux, chakra de la gorge, chakra du cœur entre vos deux seins, chakra du plexus solaire entre votre nombril et votre chakra cœur, chakra sacré, chakra de l'utérus, chakra racine au niveau du plancher pelvien, et le rayon vert continue son chemin le long de vos deux cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds, arrive sous la plante des pieds et s'enfonce profondément dans le sol le long de vos racines de lumière qui deviennent vertes jusqu'au centre de la terre. Et une fois qu'il a atteint le centre de la terre, le rayon vert repart dans le cosmos pour venir vous réalimenter par le sommet de votre tête. Et vous sentez qu'il vous traverse désormais de manière fluide, équilibrée à travers tous vos chakras. Vous vous sentez faire partie de cette boucle d'énergie de guérison infinie, l'énergie d'amour, l'énergie maternante, l'énergie douce, bienveillante. Ressentez tout votre corps physique et tous vos corps éthériques baignés par cette lumière d'un amour incroyable qui vient tout rééquilibrer. Vous vous sentez tellement bien flotter dans cette bulle de lumière verte. Puis vous prenez à nouveau une profonde respiration. Et nous partons en voyage dans votre utérus. Descendez votre conscience dans votre utérus. Vous êtes à l'entrée de votre jardin intérieur. Vous passez un portail en forme de cœur, le col de l'utérus, et vous rentrez dans votre magnifique jardin, votre utérus. De quelle couleur est-il? Qu'est-ce que vous ressentez? Une fois que vous voyez une couleur, ou si vous n'en voyez pas, c'est pas grave, tout est juste, tout est parfait. Mais si vous voyez une couleur, vous vous visualisez en train de tourner un curseur et augmenter la luminosité de cette couleur. Vous posez les mains sur votre utérus en forme de cœur et vous ressentez une énergie incroyable que vous transmet votre utérus. Et vous êtes dans votre utérus, vous visualisez vous entière, les mains posées sur votre utérus. Et vous avancez comme ça. Vous suivez un chemin qui monte légèrement
qui se rétrécit. C'est l'une de vos trompes de Fallope. Vous êtes éclairé par un doux soleil. Vous ressentez une légère brise. Vous vous sentez bien, tellement bien dans cet espace de sérénité, dans le jardin de tous les possibles. Vous avancez légère sur ce chemin et au bout du chemin, vous voyez un arbre magnifique. Quel est-il cet arbre? C'est un arbre fruitier. Et vous le voyez produire des fruits qui sont en train de mûrir. Quels sont-ils, ces fruits? Et là, vous vous approchez de l'arbre et vous l'enserrez dans vos bras avec amour. Vous ressentez son énergie de vie incroyable qu'il vous transmet. Il vous ancre tout en vous élevant. Il est fort, il est beau, il est majestueux. Cet arbre, c'est votre ovaire en train de produire vos merveilleux, nombreux, incroyables, vivants, vibrants follicules. Et alors que vous tenez toujours votre arbre contre votre cœur, dans vos bras, vous lui transmettez tout votre amour pour qu'il puisse faire mûrir ses fruits merveilleux jusqu'à parfaite maturité. Et vous sentez une connexion de cœur à cœur avec cet arbre, avec votre arbre. Une énergie de vie qui vous reconnecte. Vous sentez comme les deux pieds qui s'enfoncent dans le sol, tout en ayant la tête qui s'élève vers son feuillage, vers le ciel. Vous fusionnez avec ses racines et avec son feuillage. Et dans cette connexion intime, vous ressentez en vous et vous voyez de vos propres yeux ces fruits incroyables, comme vivants. Ils rayonnent de plus en plus d'une lumière, d'une couleur juste. Waouh! Magnifique. Vous les voyez mûrir, mûrir, mûrir. Vous avez envie de choyer ces fruits, vous les encouragez à continuer leur processus de vie, de maturation. Comme vous encouragez en ce moment même vos follicules à mûrir pour libérer le plus beau des ovocytes et produire le plus fertile des corps jaunes. Vous sentez sous vos mains à quel point tout est vivant, tout est vibrant. Vous ressentez une connexion qui se recrée, qui se renforce, qui se purifie, qui se réharmonise, qui se développe entre votre cœur et votre utérus. Les liens se recréent. Et toujours votre bras, tout contre vos bras,
tout autour de cet arbre, votre arbre tout contre vous. Vous sentez la sève qui monte en lui au fur et à mesure que les fruits mûrissent, prêts à être libérés. Cette sève, c'est votre taux de progestérone qui monte. Car les fruits qui mûrissent bien appellent la sève. Puis vous vous détachez de votre arbre. Et alors que vous faites un pas de recul, l'un des fruits se détache et tombe pile dans vos mains en forme de coupe. Il dégage une énergie incroyable. Ressentez cette énergie sous vos mains, dans vos mains. Entre vos mains. Ça vibre. C'est incroyable. Le fruit est à parfaite maturité. Il est magnifique, il est merveilleux. Votre ovocyte est à parfaite maturité. Et vous savez que votre taux de progestérone suit. Tout est parfait. Et vous sentez votre arbre tout à côté. Vous posez une main sur lui alors que vous gardez votre fruit dans votre autre main. Et vous sentez la sève qui continue de monter, d'alimenter votre arbre. C'est votre progestérone qui est synthétisé par le corps jaune. Vous voyez un liquide lumineux, un taux parfait qui rayonne. Votre arbre est lumineux, il éclaire vos trompes de Fallope et toute votre cavité utérine. Cette lumière, c'est votre progestérone qui maintient l'épaisseur de votre endomètre à un niveau juste parfait pour accueillir votre embryon, votre bébé. Vous ressentez dans votre corps, dans votre utérus, l'équilibre parfait qui se crée. Votre muqueuse, comme un tapis d'herbe à l'épaisseur juste parfaite dans laquelle vous avez envie de vous rouler, de vous lever. Vous ressentez intimement en vous que cet équilibre est en train de se créer parce que vous recréez un lien avec votre matrice, votre utérus. Vous lui permettez de vivre, de vibrer pleinement à nouveau. Vous vous reconnectez à lui intimement. Il fait partie de vous, vous faites partie de lui.
Et je vais vous inviter à prendre à nouveau une profonde respiration. Et vous allez répéter à voix haute ou à voix basse les affirmations suivantes. Je m'autorise à me reconnecter pleinement à mon utérus. Mon corps sait parfaitement ce qu'il doit faire pour préserver une épaisseur idéale de mon endomètre afin d'accueillir mon bébé. Mon taux de progestérone est optimisé. J'ai toute confiance en mon corps qui est capable d'assurer un merveilleux équilibre hormonal. Je soutiens mon corps dans le rééquilibrage de mes hormones. J'aime mon corps. J'aime mon utérus. J'aime mes ovaires. J'aime mes follicules. J'aime mes ovocytes. J'aime ma progestérone. Et je m'aime. Merci, merci, merci. Mon taux de progestérone est parfait pour permettre l'implantation de mon bébé et la bonne poursuite de ma grossesse, mais également contribuer à ma santé globale. Puis vous prenez une dernière profonde respiration. Et quand vous êtes prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse revenir à vous tranquillement. Boire un coup, hein, pensez à chaque fois qu'on fait des protocoles comme ça, on vient travailler sur l'énergie aussi. Buvez, 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 c'est très très important. J'espère que le live vous aura plu, que vous avez pris plein de notes, que vous allez mettre en application aussi, au moins en partie, les recommandations à votre rythme. On ne se met pas la pression, on ne vient pas se rajouter un stress complémentaire, supplémentaire. C'est absolument pas le but, au contraire. J'espère également que la visualisation vous aura permis de vous détendre, parce que c'est quand même un des objectifs aussi de la visualisation, et vraiment de vous reconnecter à votre appareil reproducteur pour aller favoriser justement un meilleur équilibre hormonal. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là, mes chères fées. J'attends juste encore quelques minutes. Si toutefois vous souhaitez rebondir en direct. Non, personne.
Bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux après-midi, une belle écoute, réécoute de la visualisation que je vais donc vous rajouter. Je vais rajouter une musique, des fréquences spécifiques et je vous la mets sous le live, d'accord, hein, comme d'habitude. Donc je vous mets la visualisation. Non, je vais la mettre plutôt dans la description du live parce que sous le live, après avec les commentaires, elle peut se perdre. Donc je vous la mets dans la description de la vidéo. Voilà mes chers fées, un très très bel après-midi à vous. À très bientôt. Merci pour votre présence. Je vous embrasse. Ciao ciao. Prenez soin de vous.